Et donc, salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de la 11e étape de ce Tour de France 2025. Une étape, il y aurait quelques petits trucs quand même, une étape ça a été un petit peu le chantier, on va pas se mentir. Bon, je voulais aussi évoquer un petit peu par rapport à la 10e étape, hein, la vidéo est sortie seulement hier soir. Je suis désolé parce que j'ai eu des problèmes de go chez moi, donc j'ai pas pu publier la vidéo au moment attendu. Voilà. En tout cas, la vidéo est là, vous pouvez toujours aller la regarder évidemment, puis vous donner vos avis en commentaire. Nous, on va passer directement au dérive de cette 11e étape. Et on va commencer avec d'abord plusieurs tentatives d'échapper, notamment des coureurs comme Mauro Schmidt, Abrahamsen. Il y avait aussi des coureurs comme Julien Lafilippe qui ont tenté de sortir. Puis finalement, il y a 2 groupes qui vont réussir à sortir. Un premier groupe qui va réussir à sortir, puis un deuxième juste derrière avec notamment Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Un groupe qui ne réussira jamais réellement à rentrer hein, sur le groupe de tête. Là, ils sont rapprochés à un moment un peu moins de 10 secondes du côté de Mathieu Van Der Poel, hein, qui a failli revenir dans le final, mais ça n'a pas suffi. Et c'est donc 2 hommes qui ont pu aller au bout, Mauro Schmidt et Abrahamsen, le coureur de la Ineos, c'est le coureur de la Jeko le champion de Suisse. Ces 2 hommes ont pu aller au bout et on verra un petit peu plus tard ce qui s'est passé. On va directement se diriger bien vers le final. Alors oui, c'est vrai que pendant la course, il y a eu pas mal de choses, mais on va pas revenir sur tous les points. On va revenir sur les points, les faits majeurs de cette étape, parce que sinon on y passerait 1 heure. Et je pense pas qu'une vidéo d'1 heure soit appropriée. Alors évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez avoir des vidéos d'1 heure plutôt que d'avoir des vidéos de 10, 15, 20 minutes sur ces étapes. Mais je pense que c'est plus facile et mieux pour vous, pour pouvoir aller à l'essentiel. Mais en tout cas, voilà, on va se diriger donc vers assez rapidement l'arrivée, puisque pendant l'étape, bon, il y a certes, oui, il y a une échappée, qui était devant, puis, un groupe derrière en chasse-patate. C'est jamais réellement revenu. Alors c'est vrai que l'échappée met du temps à se former, mais bon, voilà, il y a 70 bornes de l'arrivée, il y avait encore des attaques derrière dans le peloton. C'est vous dire à quel point c'était le bordel, donc j'ai pas envie de revenir, sur tout. Et donc du côté de l'arrivée, eh bien, attaque de Kevin Auclin dans la bosse, juste avant l'arrivée. Voilà, juste avant la descente, vers l'arrivée. Attaque de Kevin Auclin qui tente de dynamiter la course. Son objectif est bien reprendre du temps en favori pour pouvoir figurer parmi le top 5 et puis peut-être à ce moment-là, il se dit: «Bon, bah, voilà, si Benelli est pas bien, est-ce que je peux aller chercher le maillot jaune?» Bon, évidemment, on n'y croit pas trop, mais il tente de partir, il se dit: «Bon, voilà, c'est le moment de tester les jambes», puis c'est vrai que bon, c'était un petit peu la dernière étape où il pouvait aussi montrer le maillot, hein, parce qu'on va pas se mentir que, bah, sur l'étape, d'Hautacam, bah, ça va être beaucoup plus compliqué, pour le Français. Le Normand va avoir du mal à montrer son maillot et à tenter des choses sur les routes pyrénéennes parce que c'est une étape de haute montagne et qu'il va avoir du mal, mais il aura tenté. Bon, ce sera assez rapidement revenu sur lui, hein, mine de rien, mais au moins il a tenté. Et on passe à Jonas Vingegaard avec une stratégie Visma qui, bah, s'amplifie de plus en plus sur Tadej Pogacar. On l'avait déjà vu, hein, il y a quelques jours sur la 10e étape. Avec Jürgensen qui avait accéléré et on avait vu Pogacar suivre directement. Bah, là, c'était la même chose. Jürgensen a accéléré, Pogacar a pris la roue, Vingegaard est resté dans la roue, Remco Evenepoel était dans la roue de Vingegaard et Vingegaard sur le sommet, eh bien, passe à l'attaque. Il essaie un petit peu de surprendre Tadej Pogacar et ça marche. Alors Remco Evenepoel lui suit, a du mal à suivre d'ailleurs sur le coup, mais il suit quand même. Et puis, bah, Pogacar revient et Vingegaard, eh bien, bascule le sommet. Alors, c'est vrai que l'attaque est un petit peu tardive, mais je pense qu'il voulait voir aussi comment réagissait, Tadej Pogacar face à cette attaque. Il voulait peut-être aussi le mettre sous pression dans la descente pour le pousser peut-être même à la faute. On en reviendra plus tard là-dessus d'ailleurs. Mais, ouais, non, Jonas Vingegaard qui a essayé aujourd'hui de mettre sous pression Pogacar. Pour moi, c'était pas une attaque pour essayer de prendre du temps, pour distancer, c'était essayer de le mettre un petit peu sous pression et lui montrer: «Bah, voilà, moi je suis là, j'ai les capacités d'attaquer». Et je pense aussi qu'il avait besoin de se mettre en confiance. S'il a pas attaqué plus tôt, c'est parce qu'il a pas forcément eu toute sa confiance. Et là, je pense qu'aujourd'hui, bah, c'est un signe, pour montrer qu'il peut se faire confiance et qu'il est capable de faire de belles choses. Et je pense que sur l'arrivée à Otakam, il est capable de faire de très bonnes choses, Jonas Vingegaard. Et on revient finalement au fait le plus important de la course, la chute du champion du monde, la chute du favori du classement général, le leader actuel, on va dire, du général, hein, même si Benelli est le maillot jaune, on va pas se mentir que Tadej Pogacar est le virtuel leader, hein, on va pas se mentir, pour la suite du Tour. Personne ne voit Benelli aller chercher le maillot jaune, à Paris, mais la chute de Tadej Pogacar, eh oui, Tadej Pogacar qui, bah, tombe, alors à cause de Tobias Johannessen qui, lui coupe un petit peu la route. Alors c'est pas volontaire évidemment, de la part du Norvégien, il veut pas le faire tomber, évidemment. Mais voilà, une chute de Pogacar qui, vient taper le trottoir. Alors c'est vrai qu'au début on n'a pas très bien vu, qui tombait, puis, quand la caméra de l'hélicoptère, bah, zoomé, bah, on a vu les liserés de champion du monde et puis on s'est dit: «Attends, c'est qui là?» Et on voit que c'est Pogacar. Oui, Tadej Pogacar, eh ben, il est bien tombé. Et Tadej Pogacar, aurait pu perdre du temps, ça aurait pu être une journée dramatique pour lui, il a peut-être perdu un petit peu d'énergie, puis bon, la confiance, je sais pas, mais on va voir comment il sera physiquement, sur cette étape pyrénéenne parce que, bah, les chutes, ça fait jamais plaisir
Et donc Tadej Pogačar, alors oui, il a pu remonter sur son vélo, il y a pas eu gros problème, il y a rien de cassé, tout va bien, quelques éraflures, rien de dramatique. Il a pu rentrer grâce à un peloton qu'il a attendu et il y a déjà des choses qui font débat sur les réseaux sociaux à l'heure où je tourne la vidéo. Est-ce que le peloton aurait dû attendre Tadej Pogačar? Alors c'est vrai que face à une telle domination, on se dit: «Bon, bah, voilà, le mec est tellement fort qu'il faut rouler sur tout et n'importe quoi». Je comprends, pourquoi pas. Maintenant, il y a aussi la classe, le fair play qu'il y existe dans le cyclisme depuis, 10, 20, 30 ans. Ça a toujours été comme ça. On a toujours, attendu les coureurs, enfin 10, 20, 30 ans, j'abuse peut-être un peu, mais d'ici 10-15 ans, on a toujours voulu attendre les coureurs, les grands favoris du classement général. Déjà, ces dernières années, ça s'est beaucoup plus amplifié que les années d'avant, tout simplement, bah, parce qu'il y a la sécurité des coureurs qui est de plus en plus, mis en question par les équipes, par les directeurs sportifs, par les coureurs eux-mêmes. Ils ont peur pour eux aussi, hein, et bah, alors c'est vrai qu'on a vu, la Soudal Quick-Step rouler, puis d'un coup s'arrêter. Parce que tout simplement, on attendait Tadej Pogacar qui puisse revenir. On voulait pas battre Tadej Pogacar sur chute. Alors moi, je vais revenir sur le débat quand même. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Je vais pas critiquer ce qu'ils ont fait parce que sportivement, c'est génial, c'est super à voir, c'est le bon exemple, c'est ce qu'il fallait faire sûrement. C'est du fair play et je pense que Pogacar aurait fait pareil si ça avait été Vingegaard, si ça avait été Remco. Maintenant, le problème qui va se poser pour moi, c'est imaginons par exemple que Julien Alaphilippe tombe. Est-ce qu'ils vont s'arrêter pour l'attendre? La réponse va être non parce qu'il n'est pas favori pour le classement général. Alors est-ce que c'est juste à ce moment-là? Je sais pas. Quand on compare les 2, on peut se poser des questions. Alors oui, ça n'a rien à voir évidemment, l'un joue le général, l'autre non, mais ça pose quand même question parce que le coureur derrière va quand même tout donner pour rentrer et prendre des risques encore un peu, donc bon, voilà. Et puis même, je pars du principe moi que c'est du sport de haut niveau et que, bah, il y a pas trop de pitié. Alors c'est vrai que je vais pas critiquer ce qu'ils ont fait parce qu'honnêtement, c'est de la grande classe. Mais si ils avaient fait l'inverse, j'aurais pas critiqué non plus. J'aurais dit: «Bon, bah, écoutez, c'est la course, ça fait partie du jeu. Pogacar ne devait pas tomber. Si, bah, Vingegaard tombait, bah, il l'aurait pas attendu non plus», voilà. Bon maintenant, vu ce qui s'est passé, on sait très bien que Pogacar l'aurait attendu. On se doute que Pogacar, dans tous les cas, aurait attendu. Mais voilà, ça reste du sport de haut niveau, il faut le rappeler, c'est de la compétition. Si un coureur tombe, on peut rouler, il y a pas forcément de gros problèmes avec ça. Moi, personnellement, j'ai pas de gros problèmes avec ça. S'ils avaient roulé, il y aurait pas eu de problème pour moi. Ça fait partie de la course. Maintenant, ils ont décidé de faire plus de fair play. C'est à souligner et c'est même à rendre hommage, à admirer, je dirais même, à admirer ce qu'ont fait, les coureurs de devant et bah, Pogacar d'ailleurs les a remerciés en passant la ligne, en parlant avec son équipe notamment qui lui demandait s'il allait bien, mais voilà. Et on revient quand même sur le vainqueur de l'étape, Tobias Abrahamsen. Et là, les gars, waouh! Waouh pour l'histoire, parce que franchement, c'est du grand chapeau. Le 10 juin dernier, 10 juin 2025, sur les routes, je crois, du Tour Slovène, dans le Tour de Belgique, et bien il tombe, Abrahamsen. Il tombe et se pète la clavicule. Et là, tout le monde se dit, on est à moins d'un mois du Tour de France, 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines. Comment il va faire? Il se fait opérer, puis 2 jours après, il est sur le vélo. Il participe quand même donc au Tour de France, et on sait que le risque, s'il tombe, son épaule peut être vraiment foutue. Parce qu'il a une plaque en fer dans l'épaule, et si tu tombes avec une plaque en fer dans l'épaule, je ne fais pas de dessin, mais c'est pas très beau. Surtout s'il se répète la clavicule. Il prend quand même le risque, et bah ça paye. Ça paye parce qu'il vient s'imposer aujourd'hui sur les routes du Tour, et ça fait énormément de bien aussi à l'équipe Uno X, hein. Cette équipe Uno X, ils n'avaient même pas encore gagné, je crois, sur le Tour de France, hein. Pas que l'an dernier, ils aient gagné. Mais une victoire magnifique en échappée devant Mauro Schmidt qui aura été aussi très très fort, hein. Franchement, il a bien emmené jusqu'au bout alors qu'il y avait Mathieu Van Der Poel qui se battait pour revenir derrière. Et un grand chapeau à cette équipe Uno X, franchement, très belle première victoire. Si je dis pas de bêtises, hein, dites-moi si je dis une bêtise, mais il me semble qu'ils ont jamais gagné encore sur le tour. Une très belle victoire en tout cas pour leur équipe, et une très belle victoire aussi tout court parce que rien que pour l'histoire, c'est à souligner. Pour le maillot jaune, pas de changement, Ben Eli conserve cette unique jaune, hein, sans aucun problème. Au maillot vert, là aussi pas de changement, toujours un maillot vert sur les épaules de Jonathan Milan. Au maillot vert grimpeur, là aussi, encore une fois, pas de changement. Lenny Martinez n'a pas tenté de prendre l'échappée. Je pense qu'il prendra l'échappée sur les routes de Takam, évidemment, hein, sur les routes pyrénéennes pour défendre son maillot à poids et pour essayer de le ramener à Paris. Au maillot blanc, là encore une fois, pas de changement. Remco reste en blanc, hein, assez logiquement. Et au classement général, là aussi, aucun changement. Le top 10 ne bouge pas, voilà. Pas de changement au niveau du top 10, un top 10 qui reste assez clair comme de l'eau de roche, hein. Ça ne devrait pas bouger bah, d'ici cette étape pyrénéenne là qui arrive demain, voilà. Enfin, cet après-midi, hein, vu au moment sur la vidéo. Mais ça va bouger, c'est sûr, mais ça va pas bouger pour l'instant.
et Pogačar, ou Remco Evenepoel ou Vingegaard, vont devoir sortir leur épingle du jeu, dès les Pyrénées. Et aussi, on arrive donc au prono. Écoutez, pour cette étape de Takam, cette arrivée au Takam, cette première étape pyrénéenne, cette première véritable étape de montagne, eh bien, je vais parier sur Jonas Vingegaard. Oui, je prends un risque, mais je pense que la Visma Lease Bike a toutes les cartes en main pour renverser Tadej Pogacar. Tadej Pogacar est tombé, Tadej Pogacar a perdu Almeida. On a vu que Pavel Sivakov, sur les dernières journées du Tour, n'était pas en grande forme, donc c'est un point faible pour la UAE et pour Pogacar. Et si Visma Lease Bike joue correctement le coup, je vois pas comment il ne pourrait pas battre Tadej Pogacar sur une étape de montagne, ou alors vraiment que Pogacar soit largement au-dessus de Vingegaard. Alors, demain, cet après-midi du coup, c'est peut-être pas l'étape qui convient parfaitement pour pouvoir attaquer de loin Pogacar, c'est vrai. Des étapes derrière dans les Alpes qui seront beaucoup plus aptes à ça. Mais je pense que Jonas Vingegaard peut gagner dès cet après-midi. Et je pense qu'il en est capable. Je pense qu'il est capable d'aller chercher une victoire. Alors pour le maillot jaune, c'est autre chose. Mais je pense qu'il peut mettre 10, 20, 30 secondes à tailler Pogacar. Si jamais Pogacar craque, voire plus. On l'a déjà vu craquer beaucoup plus Pogacar. Et de toute manière, ce qui va se passer, c'est que Pogacar va être harcelé jusqu'à la fin du tour. Et de toute façon, je vais être honnête avec vous, cette 12e étape, ça va être la grande étape révélatrice du Tour de France. On va enfin savoir si Pogacar va gagner le Tour de France ou non. Voilà, comme ça c'est clair. Si Pogacar demain met 1 minute à Vingegaard, pour moi, le Tour sera complètement plié, hormis chute et crevaison. N'hésitez pas en tout cas à dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous donner votre prono aussi pour cette 12e étape. Mais ouais, moi je pense que le Tour est loin d'être terminé. Je pense que Vingegaard a les cartes en main. Et puis j'ai hâte aussi de voir le niveau de Remco Evenepoel en montagne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Nous on se retrouve très rapidement pour un nouveau débrief. Allez, bye bye à tout le monde. C'était Cycling Time.